Aujourd'hui, je vous propose un petit top 10 de la passion, avec pour sujet les combats de Bleach. Et quand je parle des combats, c'est ceux de toute la série, y compris l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans, disponible seulement en manga et qui, je le rappelle, sera officiellement adapté en animé, à une date encore inconnue à ce jour. Vous vous en doutez, choisir 10 combats parmi l'intégralité des affrontements de Bleach, c'est loin d'être facile. Et j'ai ajouté une petite règle pour encadrer un peu le truc, je ne pourrai choisir qu'un seul combat par personnage. Enfin, c'est ce que je voulais faire à la base, mais au final certains persos apparaîtront 2 fois dans le top, car ils proposent selon moi des combats bien trop mythiques pour ne pas être mentionnés. Et bien entendu, il s'agit de mon opinion seulement, alors n'hésitez pas à me donner vos propres top 10 dans les commentaires pour comparer. Dernière chose, si vous voulez aider à soutenir la chaîne et booster le référencement de la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, et maintenant que tout est dit, commençons avec le top 10 de mes combats favoris dans Bleach. Et à la 10ème position de ce top, on va retrouver le combat entre Yoruichi et Soifon, lors de l'arc Soul Society. Dans cet affrontement, l'ex-capitaine de la 2ème division confronte son ancienne protégée et la capitaine actuelle de la 2ème, Soifon, et son Zanpakuto meurtrier, Suzume Bachi. Cet affrontement est très dynamique et nous propose une chorégraphie de combat vive et impactante, en plus de nous révéler les origines de Yoruichi, ainsi que la technique du Shunko, qui mélange combat à main nue et Kido. À ce stade de l'histoire, les deux personnages ne maîtrisent pas complètement cette technique, mais elle en met clairement plein la vue. Vous le savez, Soifon en veut énormément à Yoruichi, qui a quitté Soul Society pour aider Urahara dans sa fuite, mais elle tient en réalité énormément à elle. Ce combat nous en dit donc très long sur ces deux adversaires, qui finiront bien entendu par se réconcilier une fois que la machination d'Aizen est révélée. Et si pour moi ce combat mérite de figurer dans ce top, c'est parce qu'il permet de développer la relation entre les personnages tout en nous proposant un spectacle digne de ce nom, et se résout de la plus belle des manières, avec Soifon finissant par avouer toute sa tristesse d'avoir perdu celle qu'elle vénérait comme une déesse. Allez, on enchaîne avec le numéro 9 de ce top, la confrontation légendaire entre Yamaji et Yua, dans laquelle le capitaine commandant finira par périr sous les coups du roi Quincy. Après avoir facilement éliminé la doublure de ce dernier à l'aide de Zankan Otachi, son Bankai monstrueux que tout le monde attendait avec impatience, Yamaji se fera surprendre par l'arrivée du véritable Yua, qui est le seul Quincy en mesure de voler le Bankai du capitaine commandant. Une fois la tâche accomplie, il n'aura plus qu'à trancher en deux un Yamamoto à bout de force, et qui témoigne d'une expression amère, impuissant face à l'homme qu'il n'avait pas pu tuer il y a 1000 ans. C'est avec sa mort que la guerre contre les Quincy est réellement lancée, et cet assaut fera très mal au Gotei 13, qui devra compter sur l'aide de la Division 0 ou encore de Kisuke Urahara pour réussir à faire face à l'armée du Vandenreich. Et au risque de me répéter, j'espère vraiment que ce passage sera parfaitement traité dans l'adaptation animée, puisqu'il risque d'être l'un des premiers moments très impactants de la guerre, qui s'il est bien retranscrit laissera une empreinte indélébile chez les spectateurs. Et même s'il y a un petit goût de facilité scénaristique dans l'exécution de la mort de Yamaji pour certains, cet affrontement reste un combat mémorable de Bleach selon moi, et mérite aisément sa place dans ce top. Allez, continuons avec la 8ème position du classement, qui revient une nouvelle fois à Yua, et son affrontement face à Ichibei de la Division 0. Cette fois, le Quincy originel affronte un adversaire très particulier, le moine Ichibei, celui qui a nommé toute chose à Soul Society, et qui possède un pouvoir incommensurable. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez que pour moi la Division 0 est une des plus grosses déceptions de Bleach. Mais le combat d'Ichibei sauve l'honneur et nous propose un clash titanesque entre le plus puissant des Quincy et le plus puissant des Shinigami. Ichibei possède un Zanpakuto presque sans égal, appelé Ichimonji, qui prend la forme d'un gros pinceau ne tranchant pas la chair mais le nom de ce qu'il touche. En dévoilant son Shikai, il peut recouvrir ses ennemis d'encre noire et tous ceux qui sont recouverts voient leur nom effacé, en même temps que leur pouvoir. Enfin, son Bankai ou Shinuchi comme il l'appelle, peut cette fois renommer un adversaire ayant perdu son nom, et en donnant le nom de Fourmi à Yua, celui-ci voit sa puissance réduite à celle d'un insecte. Ce Zanpakuto s'y est parfaitement au Shinigami qui a nommé tout ce qui existe à Soul Society, mais en plus de cela, il maîtrise des techniques jamais vues et des kidos secrets qu'il est le seul à utiliser. De son côté, Yua va le combattre en utilisant au maximum ses pouvoirs Quincy, comme son Blood ou encore son grand arc sacré, mais sera largement surclassé par Ichibei et Ichimonji. Et c'est ici que Yua va devoir arrêter la rigolade et sortir son vrai pouvoir, The Almighty, dont vous connaissez tous la puissance terrifiante. En effet, The Almighty c'est en quelque sorte le pouvoir de toujours gagner, car Yua peut voir et modifier le futur à volonté. A partir de là, il va donc être en mesure de one-shot Ichibei, en l'explosant en morceaux avec une violence inouïe. Le roi Quincy a désormais le champ libre pour s'en prendre au roi des esprits, mais Ichibei pourra être ressuscité lorsqu'Ichigo arrivera sur les lieux. Bon, pour la 7ème place de stop, on va s'intéresser à des personnages que je n'ai que très peu évoqués sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va parler du combat entre Komamura, Isagi et Tosen. Un combat qui risque de diviser un peu, car certains ne se rappellent que de la holomorphose de Tosen, et de sa forme de grillon dégueulasse. Mais ce combat est pour moi l'un des mieux réalisés de Bleach, et à travers celui-ci, on a la résolution du conflit entre ces trois personnages, avec d'un côté Tosen,
avide de ce qu'il considère comme la justice, et ayant abandonné tout ce qui lui restait d'intégrité pour obtenir des pouvoirs transcendants. De l'autre côté, on a Isagi et Komamura, profondément chagrinés par la voie qu'a choisi de suivre leur ancien camarade. La relation entre ces Shinigami est, je trouve, l'une des plus marquantes de la série, qui est d'ailleurs encore plus développée dans Ken Fear Your Own World, mais ça on en parlera bientôt. En plus de nous gratifier d'un combat explosif et violent, Kubo nous livre ici un passage très émouvant en nous montrant la déchéance de Kaname, qui malgré avoir regagné la vision grâce à la holomorphose, semble avoir perdu de vue le plus important, et reste malgré tout aveuglé par son sens dévorant de ce qu'il pense être la justice. Le moment le plus fort de ce combat est pour moi celui où Tosen, fraîchement transformé en un gros insecte affreux et cauchemardesque, se moque du physique de Komamura, qu'il peut désormais percevoir. Cependant, malgré son apparence, Komamura représente l'amour, l'honneur et la vraie justice, contrairement au monstre qu'est devenu Tosen, qui ne représente désormais plus que le mal et la soif de vengeance. L'expression du capitaine de la 7ème à ce moment retranscrit à merveille sa tristesse face à cet être qui semble l'opposé de ce qu'il était à l'époque, où il était l'un des seuls Shinigami à ne pas le juger sur son apparence. Mais durant le combat, Komamura sera grandement malmené, et malgré la puissance de son Bankai, Tosen est désormais bien trop vif et sa puissance est grandement accrue. Sous sa forme ultime, son attaque qu'il a baptisée Los Nueve Aspectos finira par complètement exploser Tengen, et touchera donc Komamura de surcroît, qui semble à ce moment-là complètement surpassé. Au milieu de tout ça, Isagi semble perdre un peu les pédales, mais sera finalement celui qui transpercera le crâne de son ancien capitaine, qui ne compte désormais plus que sur sa vue au combat. Le vice-capitaine fera preuve d'un sang-froid et d'une maturité exemplaire, et se rappellera jusqu'au bout des enseignements de son ancien mentor, qui n'entend pas revenir à la raison. Et alors que ce dernier, à moitié mort, retourne à sa forme d'origine, les trois ont une dernière conversation, jusqu'à ce qu'Aizen décide d'en finir avec son lieutenant. Un combat que je trouve vraiment génial, et pour terminer là-dessus, mention spéciale à la première nouvelle forme que Tosen nous dévoile, qui est vraiment ultra stylée. Et on arrive en 6ème position, avec un combat que j'adore et que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, celui entre Noitra et Kenpachi au Wekomundo. Un combat de gros bourrins violent et basé sur la puissance pure, dans lequel Kenpachi va se dépasser face à un des adversaires les plus puissants qu'il ait affronté depuis le début de la série. L'Espada numéro 5 est selon moi un personnage très intéressant, un combattant sanguinaire réputé pour posséder le hiero le plus résistant de tous les Spada, ce qui rappelle Kenpachi lors de sa rencontre avec Ichigo, quand le Shinigami remplaçant n'arrivait pas à trancher le corps du capitaine. Mais en déchaînant sa puissance, et après que Noitra ait malencontreusement arraché son cache-œil, Kenpachi va nous gratifier de plusieurs moments badass sur 20, en réussissant à trancher plusieurs fois l'Espada numéro 5. C'est en libérant sa résurrection, Santa Teresa, que Noitra poussera Zaraki à bout, l'obligeant à utiliser ses deux mains pour balancer une attaque surpuissante qui anéantira son opposant. Une résolution qui me fait beaucoup rire puisqu'elle est à l'image de Kenpachi, qui sur le point de mourir se voit obligé d'utiliser un style de combat qu'il n'affectionne pas, ce qui nous montre encore une fois qu'il retient inconsciemment la majeure partie de sa force. Et même si ce combat est beaucoup moins bien en animé, j'adore vraiment le seiyuu de Noitra. Sa voix colle parfaitement au personnage et son passage en résurrection est un souvenir qui m'a vraiment marqué à l'époque. Ce gros combat épique dans les sables du Wekomundo a donc pour moi parfaitement sa place en 6ème position de ce top. Et avec tout ça, on arrive dans la 2ème moitié de ce top, avec la 5ème place qui revient au combat de Mayuri et Nemu face à Pernida. Encore un combat que j'ai évoqué à plusieurs reprises, qui se déroule à la fin du dernier arc et qui est le dernier combat auquel Mayuri participe durant le manga. Après avoir analysé les pouvoirs du bras du roi des esprits, alors que Kenpachi lui fonçait dessus sans réfléchir, il finira par sauver ce dernier à sa manière et à prendre le combat pour lui. Cependant, malgré l'utilisation de tous ses gadgets, et même de son Bankai remanié, qui sur le papier semble contrer les pouvoirs de Pernida, il n'arrivera à rien face à cet être dont la puissance dépasse l'entendement. Il peut se régénérer, se multiplier, et le pouvoir de contrôler ses nerfs et d'envahir le corps de ses ennemis est dévastateur, et laissera Mayuri dans un sale état, alors qu'il est sauvé par Nemu, sa vice-capitaine, qui pour la première fois ici agit d'elle-même. Mais malgré sa puissance étonnante, elle sera massacrée par Pernida, ce qui lui coûtera la vie car absorber le corps de Nemu est une très mauvaise idée, et causera une multiplication extrêmement rapide de ses cellules qu'il fera imploser. Alors pourquoi je trouve ce combat génial ? Déjà pour son ambiance un peu glauque et stressante, alors que Mayuri et Nemu affrontent un ennemi qui semble invincible, et qui en plus de ça est très malaisant, de par sa capacité à évoluer et à développer son langage au fil du combat, ou encore via ses arrachages de doigts dégueulasses. En plus de ça, Mayuri est mon personnage préféré de l'univers de Bleach, et il livre ici son combat le plus important, combat dans lequel sa création, Nemu, dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Et le passage où l'on voit l'apparition de Zayel est selon moi très bien pensé, puisqu'on comprend alors que même si Mayuri déteste la perfection, il avait commencé à penser que sa création était parfaite. Se faire rappeler à l'ordre par un ennemi qu'il avait humilié auparavant parce qu'il se pensait justement parfait, c'est un très bon moyen de nous montrer comment Mayuri considère réellement Nemu. En plus de ça, après ce combat,
Il sera vivement remercié par Itsugaya, Ikkaku et Yumichika, ce qui est largement mérité puisqu'il a été l'un des soldats les plus efficaces dans cette guerre, et il a sauvé la peau du Gotei 13 à de nombreuses reprises. On a aussi les interactions avec Kenpachi, au début du combat, qui sont hilarantes et qui nous font comprendre que Kenpachi n'est pas invincible, loin de là. Et bien sûr, le moment de gloire de Nemu, dans lequel on apprend les circonstances de sa création, et qui donne de la profondeur à sa relation avec Mayuri. Bref, tout cela participe à créer l'un des combats les plus jouissifs du manga, dans lequel Mayuri gagne la reconnaissance éternelle de ses alliés, alors qu'il a, selon lui, égalé Urahara en tant que scientifique. Et c'est parti pour la 4ème place, et on est encore sur un combat du dernier arc, avec l'affrontement mettant en scène Rukia et Byakuya face à Aznot. Encore un moment fort de la guerre sanglante des 1000 ans, dans lequel Rukia nous dévoile les réels pouvoirs de Sode no Shirayuki, ainsi que son Bankai fraîchement acquis. Elle dispose donc d'une puissance monstrueuse et sera capable de complètement surpasser Aznot, qui sera contraint de passer en vol standing, et qui sera rappelé à l'ordre par Byakuya, dont le Shikai est maintenant presque aussi puissant que l'était son Bankai auparavant, grâce à l'entraînement avec la Division 0. Il pourra facilement mettre à l'amende le Sternritter et créer une ouverture afin que Rukia le claque avec son Bankai, qui ne lui laissera aucune chance, puisqu'elle peut créer une zone très large dans laquelle la température atteint le zéro absolu, là où toute activité cesse. Indéniablement le plus beau Bankai de la série, mais aussi l'un des plus meurtriers, qui fait que ce combat est parmi mes préférés de la série. En plus de ça, il permet de clore à merveille la relation entre Byakuya et Rukia, le chef de la famille Kuchiki considérant désormais sa sœur adoptive comme son égale. Et c'est aussi un moment que j'ai beaucoup trop envie de voir en animé, ça va juste être grandiose et rien que d'y penser je suis comme un fou. Et même si au final c'est un combat assez court, il est très intense et fait très plaisir, puisque le Sternritter F se prend un gros retour de karma après qu'il ait volé le Bankai de Byakuya lors du premier assaut Quincy, le laissant pour mort après avoir piétiné son honneur. Et on arrive enfin sur le podium, et en 3ème place on retrouve un personnage qu'on a déjà évoqué, Mayuri, lors de son combat face à Uryu à Soul Society. Et oui, ce combat est pour moi magistral tant sur le plan émotionnel qu'en termes de combat pur, et nous dévoile un Mayuri sous son côté le plus cruel, qui n'hésite pas à sacrifier ses hommes pour arriver à ses fins. Un caractère qui contraste complètement avec le Mayuri de la fin du manga dont on a parlé tout à l'heure. Cependant ici, Uryu est un ennemi et un intrus, tout comme l'épère Nida lors de l'arc final, et Mayuri va se montrer particulièrement horrible avec lui. En se rendant compte qu'il est un Quincy, il va tenter de jouer avec ses émotions, lui racontant comment il a étudié et disséqué des centaines de ses congénères, y compris son grand-père, Ryuken Ishida. Uryu, sans défense après avoir été tranché par Ashizogi Jizo, va donc mettre en jeu sa fierté de Quincy, et combattre à pleine puissance, en utilisant une des techniques Quincy les plus stylées, le Ranso Tengai, qui lui permet de combattre même avec ses membres engourdis par le poison. Mais il en faudra plus pour vaincre un capitaine, et après avoir juré de le tuer, Uryu va utiliser sa botte secrète, en retirant son gant Sanrei, un artefact Quincy qui, une fois retiré, offre une puissance prodigieuse à son porteur, au prix de ses pouvoirs de Quincy. Et la flèche que décoche alors Uryu alors que le Bankai de Mayuri s'apprête à l'éviscérer est d'une puissance cataclysmique, et va perforer le corps de Mayuri qui sera contraint de fuir en se liquéfiant. Un combat clairement marquant de l'arc Soul Society, qui en plus de susciter en moi énormément d'intérêt pour le personnage de Mayuri, m'a aussi réellement fait adorer le personnage d'Uryu. En tout cas, ce combat est pour moi l'un des meilleurs de la série, même si encore une fois ce n'est pas le combat le plus déterminant dans l'histoire. Bon, il reste que 2 combats, et là je suppose que certains d'entre vous sont full trigger et ont déjà quitté la vidéo parce que je n'ai pas évoqué leur combat préféré. Et en 2ème position, on retrouve le combat légendaire entre Ichigo et Byakuya, à la fin de l'arc Soul Society. Ce combat vous le connaissez tous, puisqu'il est l'un des plus célèbres de Bleach, et représente un choc de puissance et d'idées entre 2 Shinigami aux visions bien différentes. Au terme d'un duel dantesque, dans lequel Ichigo utilise le Bankai pour la première fois, le capitaine s'avouera finalement vaincu, épaté par la détermination du Shinigami remplaçant. Même si notre héros était surclassé par l'intensité du Bankai de Byakuya, l'apparition de son holo a pu renverser la tendance. Mais alors qu'il pouvait en finir, Ichigo reprend conscience et se débarrasse de force de son holo, ce qui lui fait gagner le respect de Byakuya. Les deux se lanceront alors dans un ultime assaut, alors que Byakuya nous offre le Shukayaku Taiken, le stade final de son Bankai, et une technique littéralement magnifique. Et ce combat ne pouvait pas figurer plus bas dans Stop, car il est iconique et représente le climax d'un arc qui restera dans les annales pour son ambiance palpitante, ses combats superbes, sa cohérence, et les relations et interactions entre les différents personnages de Soul Society. Bon, je pense que logiquement, vous savez quel combat je vais classer en premier dans mon top, donc perdons pas de temps, en numéro 1 on retrouve le combat d'Ichigo face à Ulquiorra au Ekomundo. Vous le savez si vous suivez la chaîne, on est ici sur mon passage préféré de Bleach, et même si la nostalgie y est pour beaucoup, selon moi ce combat est l'un de ceux qui ont fait le plus parler, car il est absolument grandiose sur tous les niveaux.
Et quand je parle de ce combat, j'inclus aussi le passage où c'est Uryu qui prend le relais, alors qu'Ichigo est supposé mort après s'être fait transpercer par le Serro de l'Espada. Et que dire sur ce combat, honnêtement, il y a que des moments craqués. Le premier assaut d'Ulquiorra après sa résurrection, le refus d'abandonner d'Ichigo, le questionnement d'Ulquiorra qui se demande pourquoi notre héros fait tout ça, l'apparition d'Orihime qui voit son gars se faire trouer comme un fromage. Ce combat a vraiment une saveur particulière, et je trouve qu'en animé il rend vraiment pas mal, même s'il y a de la censure et que l'animation est plutôt inégale. En particulier quand Ulquiorra s'écrase comme une crêpe après avoir été tranché par Ichigo. Et parlons-en de Hollow Ichigo, qui va se déchaîner sous sa forme la plus instinctive et destructrice, massacrant Ulquiorra qui se rend alors compte qu'Ichigo n'est pas du tout un humain ordinaire. Sous sa forme de Hollow, le Sonido d'Ichigo peut prendre de vitesse Ulquiorra, qui témoignait pourtant d'une célérité incroyable. Sa brutalité est sans égale alors qu'il tire un Serro à bout portant sur son ennemi, ne montrant aucune pitié. Pendant ce temps, on a une Orihime apeurée et désolée, alors qu'Uryu tente de s'opposer au combat, ce qui lui vaudra d'être transpercé par Ichigo. Mais c'est quand même ce qui va permettre à l'Espada de trancher sa corne, ce qui fera revenir notre héros à la normale. Ah là là, ce combat est explosif et magnifiquement mis en scène, et nous propose un dénouement plein de sens pour le personnage d'Ulquiorra, qui, victime des coups du Hollow, finira par se désagréger. Et si vous avez envie d'en entendre plus sur tout ça, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur Ulquiorra, qui raconte un peu plus en détail toute cette histoire. En tout cas, pour conclure, on a selon moi ici le meilleur combat de Bleach, mais aussi le meilleur moment de la série. Quoi qu'il en soit, vous avez désormais mon top 10 des combats de Bleach. Et cette vidéo a été très compliquée et longue à réaliser, et surtout à écrire, puisqu'il y a tellement de combats incroyables qui auraient pu mériter leur place. Je pense notamment au combat d'Ichigo contre Kenpachi ou Grinjo, ou encore le combat de Kenny face à Grémy, Ikkaku contre Edrad aussi, l'affrontement face à Gerard Valkyrie, ou même le combat Ichigo-Ginjo, ou Ichigo contre Aizen. D'ailleurs, je pense que beaucoup s'attendaient à voir ce combat dans le top, et initialement il était prévu, car je voulais vraiment mettre un combat avec Aizen. Mais comme vous pouvez le constater, l'ancien capitaine de la 5ème division n'apparaît pas dans le top, à mon grand regret. J'ai déjà parlé de son combat avec Ichigo, que je trouve bien trop court et trop peu intense, alors qu'il est censé être le combat le plus incroyable de Bleach, et pour moi il ne tient pas ses promesses. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas le mettre, au profit d'autres affrontements que je trouve bien mieux réalisés. Mais on pourra en reparler dans la vidéo sur Aizen, qui arrivera courant décembre. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, pour contribuer à la passion de Bleach. C'est un plaisir de voir que la chaîne peut aider à faire renaître chez certains l'amour de Bleach, et qu'elle aide aussi à hyper le retour de l'anime, qui je le rappelle n'est pas encore daté à ce jour. Pas besoin de me demander dans les commentaires les gars. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui suivent les vidéos et qui soutiennent le travail effectué. L'engouement pour Bleach est loin d'être mort, d'ailleurs ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Et en attendant la prochaine vidéo, c'est sur ces belles paroles que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.